Bonjour à tous, on est heureuse, Karine et moi, de vous retrouver. Bonjour à tous. Nouvelle capsule, allez, j'arrive à le dire en entier, où on va aborder le thème « Quels sont les facteurs qui orientent nos actes et nos décisions dans nos cadres de vie, nos tempêtes de vie ?» Alors, on va aborder ce sujet pour vous, c'est un moment vraiment pour vous, on l'a conçu pour vous, et on est vraiment, on a vraiment la pêche, la patate ici. Alors, Karine, toujours du côté de Bordeaux, moi, toujours ici dans les Hauts-de-France, à Hasbrook, ici, Hasbrook, c'est la gare, pas loin, et Ouais. on entend ce message à la gare. J'habite pas dans la gare, vous inquiétez pas, hein, j'habite un peu plus loin. Et je vais laisser Karine prendre la parole sur ce premier point qui est la notion de radar. C'est bien ça, Karine? Ouais, donc ravie vraiment de vous retrouver. Voilà, c'est vraiment avec grand plaisir. Et aujourd'hui, enfin, dans cette capsule, on avait envie de vous expliquer quels pouvaient être les facteurs. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va un petit peu dominer ou influencer nos actes et nos décisions et de la manière dont on réagit. Et en fait, on va rebondir un petit peu sur en fait quelles sont les blessures que l'on vit. Et moi, quand on a préparé ça avec Sylvie, j'ai dit, ouais, mais je souhaite qu'on parle du corps et notamment un petit peu, là, on va parler du système nerveux autonome. Alors, vous allez me dire pourquoi. Effectivement, le système nerveux autonome, c'est celui, en fait, qui va, son mot l'explique, hein, il est autonome, c'est-à-dire que quand vous respirez, quand vous marchez, quand vous, voilà, vous ne le faites pas, quand vous respirez, vous le faites de manière comme ça, non intentionnelle, automatique, c'est des fonctionnalités effectivement. Et notre système nerveux autonome, il sert aussi de radar. Radar sur quoi? C'est-à-dire qu'on a un système de surveillance. Voilà, il faut le savoir. Parce que la quête, c'est nous sentir en pleine sécurité dans notre corps, dans notre environnement et aussi dans les relations avec les autres. Et justement, là, on parle de relation. Quand on est dans un cadre de divorce, c'est qu'on parle que la relation est rompue. Donc, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de parler physiologiquement dans notre corps, comment on le ressent. Et parce que voilà, et donc en qualité de coach, et notamment quand on parle de coach pleine confiance ou pleine conscience, hein, c'est ce qu'on fait, c'est d'apprendre aussi à réguler notre système nerveux pour en fait retrouver ce lien à la vie, ce lien avec la relation à l'autre, parce que le lien il peut être complètement détérioré. Et pourquoi? Parce que notre système nerveux va être dérégulé, il va dysfonctionner. Alors pourquoi? Parce que quand vous êtes né, quand on est, en fait, Dr. Porges, Stephen Porges disait qu'on est conçu, on a été conçu, on est venu au monde pour être en lien. Et si on est en lien depuis tout petit, le bébé, qu'est-ce qu'il a besoin? C'est d'être en lien, effectivement, avec un adulte, avec un parent, parce que ça relève de sa survie, en fait. S'il n'a pas cette connexion, pour lui, voilà, c'est la mort. Et donc, c'est pas, pour lui, il va s'appuyer. Donc, l'enfant, quand on est, donc notre système nerveux, il est censé être flexible, il est censé être fluide, il va nous aider à gérer le stress face à une situation. Parce qu'on a différents traumas dans la vie, et face à ces traumas, il y a la manière dont on va y réagir. Sauf que si notre système nerveux est complètement dérégulé, il va se sentir, par exemple, en constante insécurité. Je vais vous donner un exemple très parlant, c'est-à-dire que c'est comme si, en fait, on signale un danger, il va nous signaler un danger alors qu'on est en pleine sécurité. C'est comme s'il avait un système d'alarme qui signale, il y a un incendie, donc il fait venir tout le monde, il va mobiliser, mais en fait, il n'y a rien. Il n'y a ni fumée, il n'y a pas de flamme, il n'y a rien, il n'y a pas d'odeur. Donc, c'est vraiment ça. Il est C'est comme le dysfonctionnel. détecteur à incendie qui se met en route en pleine nuit, ça sonne parce qu'il manque de la batterie. Exact, oui, mais oui, exactement. En fait, là, c'est qu'il va repérer des signaux d'insécurité alors qu'il est en sécurité, ou inversement, il va repérer des signaux de sécurité alors que il est lui-même en insécurité. Donc, le but, et notamment dans le coaching, et pourquoi je parle de ça, c'est que les blessures qui vont ressortir à ce moment-là, pourquoi il va être en insécurité? Parce que quand on est enfant, les personnes qui sont responsables de notre sécurité, comme je viens de vous le dire, ce sont les adultes. Et si ces adultes ne sont pas eux-mêmes sécures, bien l'enfant,
lui, va être quand même, il va avoir un environnement relativement trouble. Et il y a ces liens d'attachement aussi qu'il va développer. Ça va être des liens d'attachement donc, avec l'adulte, le parent. Et si il est vu et entendu, il sera relativement sécure. C'est-à-dire, quand je dis vu et entendu, c'est pas qu'on répond à tous les desiderata de son enfant. C'est pas ça. Et pour autant, il est pris en considération, il est vu. Après, dans l'autre relation, dans l'autre lien d'attachement, ça va être par exemple l'enfant on va lui dire, oh, qu'est-ce que t'es mignon. Mais arrête de faire cette bêtise, bon sang, mais t'es insupportable. Et là, on il y a une ambivalence chez lui. On souffle le chaud et le froid. On lui dit exactement. Et après, tu as fait quelque chose d'insupportable. Exactement. Donc, il y a une totale ambivalence. Et là, l'enfant, il va se construire avec ça en me disant, mais je suis qui? Et il fait de l'autre qui le définit lui. En fait, il fait de l'autre celui qu'il définit. Et c'est là où, en fait, là aussi, il y a des blessures qui vont être, et je pense que Sylvie, tu vas les expliquer, plutôt les blessures d'abandon et donc de dépendance, parce qu'effectivement, il y a une ambivalence. Après, au contraire, il peut y avoir des enfants qui sont ce qu'on appelle des évitants. C'est-à-dire que ils vont s'isoler, ils vont se dire, bah, je me débrouille tout seul, je sais me débrouiller, je sais en fait comment je dois moi survivre. Et il va se mettre aussi dans le mode de survie, mais il va pas compter sur les autres. Et enfin, il y a je dirais le lien de la relation qui est un mélange des trois et quand même donc un lien, c'est très désorganisé et qui va générer chez l'enfant et donc plus tard chez l'adulte beaucoup d'anxiété. Donc c'est pour ça que je voulais juste un préambule vous dire que c'est pas que l'esprit, il y a aussi notre système nerveux, mais c'est aussi notre corps et notamment par le nerf vague. Et j'en parlerai effectivement dans d'autres capsules, mais le nerf vague, qui est le 10e nerf des nerfs crâniens, qui se situe sur le côté droit et en fait, qui est la voie royale donc des émotions, parce qu'il passe par le cœur, en fait, puisqu'il va être viscère, diaphragme et autres. Et ce nerf vague, eh bien, selon comment... Tu sais comment on retient les nerfs crâniens. Nous, à l'école de radio, je peux raconter cette petite histoire parce que là, tu connectes tout à fait. Et on a un moyen mémotechnique pour retenir les nerfs crâniens. C'est la phrase, c'est « Oh Octavie, ma petite théière, m'a fait à grande peine si grog ». Et donc, il y a « O » olfactif, auditif, etc. Et gustatif, « Oh Octavie, ma petite théière, m'a fait à grande peine si grog ». Et c'est comme ça que les soignants, et notamment les manip-radio dans les Hauts-de-France, retiennent les noms des 12 nerfs crâniens. Belle petite histoire. Voilà, je savais pas. Alors nous, on les apprend, et c'est vrai que quand on n'est pas issu du monde médical, mais en tout cas, donc ce nerf vague va effectivement, à un moment donné, dans notre système être dérégulé. Et donc, on va vivre un trauma. Oui. Et le divorce peut être traumatique ou traumatisant. Oui. C'est là que différentes blessures. Alors effectivement, on va être adulte, mais en fait, c'est comment nous, on s'est construit, quelles croyances on a mis sur notre histoire, et c'est comment l'enfant, lui, a grandi. Et c'est là, en fait, que les blessures vont ressurgir à ce moment-là. Et c'est pour ça que moi, je voulais juste faire une petite aparté là-dessus, parce que je trouvais que c'était important, c'est pas de déculpabiliser, mais de dire oui, les blessures, parce que après ça a été repris ou pas repris, comme on disait, pas repris par le monde scientifique en tant que tel, mais nous on voit les gens arriver avec effectivement, et on arrive quand même à les répertorier ou à percevoir quel type de blessures ils ont. On travaille sur ça. Exactement. On les verra juste après, mais s'ils ont une blessure d'abandon, de rejet ou de trahison, exactement. On va travailler là-dessus. Et eux aussi, de toute façon, les personnes qui viennent nous voir, ils se sont déjà documentés. Ils ont une petite, ils disent, de toute façon, moi, j'ai une blessure d'abandon. De toute façon, voilà, si c'est pour vous dire, c'est qu'en fait, ça va donner votre grille de lecture à l'événement. L'événement
et l'événement. Sauf que la grille de lecture que vous allez avoir sera différente selon donc, comment vous avez effectivement, enfin, je dirais, vous avez votre vision de vous-même, votre vision du monde, votre vision de l'autre, au rapport à vos valeurs. Et c'est ça qui va être mis à mal. Donc, notamment dans le divorce. C'est ça, parce que là, on parle de rupture de lien. Et en plus, soit je subis la situation, dans la mesure où je ne suis pas à l'origine de la prise de décision. Et là, je te laisse le soin d'en parler, mais on va être sur les différentes blessures. Et je vais partager mon écran. Vous me connaissez, j'aime bien avoir mes petites notes. Notes. Je vais partager mon écran parce que je prends toujours un appui visuel. Présenter, voilà. Présenter, tac, tac. Nous voici sur mon écran. Vous voyez bien? Les blessures qui vont interférer dans notre atteinte d'objectifs. En fait, l'atteinte d'objectifs, c'est accomplir ce qu'on a besoin d'accomplir pour les étapes du divorce. Aller rencontrer le notaire, aller rencontrer l'avocat, mais aussi nos atteintes d'objectifs. Nous, chaque personne a envie de vivre bien, d'être sereine, d'être épanouie, d'être joyeuse, etc. Et parfois, les blessures, elles sont là, hein, vous les voyez. Il y a la blessure du rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Alors, ces blessures, elles sont au nombre de 5. Elles ont été beaucoup... La première qui en a beaucoup parlé, c'est Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, dans son livre qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et elle a écrit aussi un autre livre, Écoute ton corps. Et elle a écrit beaucoup d'œuvres, Lise Bourbeau, qui sont suivies par la communauté des coachs et du développement personnel. Hein, c'est une référence. La blessure, certaines personnes vont vivre une blessure de rejet. Et le rejet, alors je vous ai mis une petite diapo derrière. Dans la blessure de rejet, la personne, elle devient fuyante. Elle va fuir les problèmes. Et elle devient fuyante parce qu'elle croit vraiment qu'on la rejette, qu'elle est rejetée ou qu'on le rejette. Le fuyant, ça c'est vraiment quand on a cette blessure de rejet, c'est on croit être rejeté. Donc, le divorce, quand une des deux personnes dans le couple va dire « je coupe le lien, je veux divorcer », elle va fuir parce qu'elle se sent rejetée. Et ça, c'est le premier masque qui est porté hein, dans cette blessure de rejet. Les petites phrases qui viennent, alors je prends ma petite fiche de notes, les petites phrases qui viennent dans la blessure. Je suis nul, ce qu'il croit, hein, la personne qui vit le rejet, je suis nul, je suis un moins que rien, je ne suis pas important. Ça va être les petites phrases qui vont être représentatives de la blessure de rejet. Et ça, on les entend à ces phrases. Oh, je suis vraiment nul. Oh, je suis vraiment nul. Oui. Ouais. Ensuite, on a la deuxième blessure, c'est la blessure d'abandon. Et le masque porté, c'est le dépendant. La personne est très dépendante de l'autre conjoint ou même d'un ami ou des parents, etc. Le dépendant, il a peur d'être abandonné. Vraiment, c'est sa peur, une peur très, très profonde. Et dans cette blessure d'abandon, les petites phrases qui vont revenir. Je suis perdu si tu ne m'aides pas. J'ai besoin des autres. J'ai vraiment besoin qu'il y ait quelqu'un pour moi. C'est la personne qui va être peut-être le plus amenée à être dans la dépendance affective. Vous savez, dans les revues, on parle de ça, de la dépendance affective. Ça, c'est vraiment, il a peur d'être abandonné par le conjoint. Il se sent vraiment comme abandonné. Ensuite, on a une troisième blessure, c'est la blessure d'humiliation. Le masque porté, c'est le masochisme. Ça, c'est difficile pour moi à dire les S. Le masochisme. Ah, vous m'excuserez. Et pense qu'on a honte de lui. Il pense vraiment qu'on a honte de lui. Et dans cette blessure d'humiliation, les petites phrases, ça va être, je sais pas m'habiller, on va se moquer de moi, fais ce que tu veux, je suis trop gros, trop petit, trop laid, etc. Il a honte de lui. Il pense que les autres aussi ont honte de lui, de qui il est. Même ses parents, ils ont honte de lui. La blessure suivante, c'est la blessure de trahison. Et ça, elle arrive forcément dans les couples quand il y a un divorce. Il y a une personne qui peut se sentir trahie et le masque qui est porté, c'est le contrôlant. Il voit l'autre comme un irresponsable. Et le contrôlant, il va, comme son nom l'indique, il va vouloir tout contrôler.
tout contrôler, ça va des factures d'eau, d'électricité, mais tout, la moindre dépense, ça va être des hyper contrôlants qui en sont malades hein, de contrôler surtout. Ils vont vérifier les téléphones, mais ils vont tout vérifier, ils vont tout contrôler, même les autres, etc. Ils vont vérifier plusieurs fois les papiers rendus et par le notaire et par l'avocat, etc. Ils vont entrer dans des processus qui vont les épuiser parce qu'ils seront obligés de tout contrôler. Les autres sont des C'est aussi, excuse-moi, qui sortent des courses et qui contrôlent, moi j'ai jamais compris, mais qui contrôlent tout le ticket de course. Oui. Toute la... Ouais. Bon, pardon, excusez-moi, c'était une petite anecdote, mais c'est exactement comme ça. Tout. Et vraiment, l'autre est un irresponsable. Il ne va pas prendre bien soin de lui. Donc, c'est de la défiance, en fait, systématiquement. Oui, c'est de la défiance qu'il met vis-à-vis de l'autre et du monde. Et il n'a pas... C'est vraiment un manque de confiance en l'autre. L'autre est presque un ennemi. Hein, et il peut se contrôler aussi, lui, surtout. Oui, c'est ça. Il va aussi contrôler tout ce qu'il fait 3 fois, 4 fois. Au-delà d'être perfectionniste, mais il aura peur qu'on le trahisse. Et la dernière blessure, alors, c'est le rigide, qui trouve, la dernière blessure, c'est l'injustice. Il trouve quelque chose injuste. Il ressent de l'injustice et il devient très, très rigide. Il trouve injuste ce qu'on lui fait. Il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas de divorcer. Il ne mérite pas qu'on le trompe. Il ne mérite pas qu'on aille ailleurs. Il ne mérite pas qu'on coupe le lien. Il ne mérite pas. Et mais surtout, il va trouver ça injuste de devoir payer des frais d'avocat et de notaire, par exemple. Tout va être injuste. Oui, tout va être injuste. Et il le vit très mal. Et je dis souvent, quand il est rigide, je montre souvent quand je coach dans le bureau où je coach, il y a une cheminée feu de bois et je montre le morceau de bois et c'est vraiment rigide comme le bois. Parce que vous pouvez plus être comme la branche de bambou qui peut être flexible quand il se passe le vent, la tempête. On peut être un peu flexible comme le roseau, etc. Mais là, non, comme un morceau de bois. Mais si c'est trop dur, eh ben il va fracturer, casser d'un coup. Et ça, c'est vraiment la blessure de l'injustice qui porte, la personne porte le masque de rigide, très très rigide. Il va être rigide, ça va être carré, droit, ça ne pourra pas bouger. Il va se sentir serré dans tout, il va se sentir vraiment étriqué. Oui, étriqué. Oui, comme ça. Il recherche cette personne qui souffre de cette blessure que tout soit parfait, parfaitement parfait. Et pour dire que je voudrais aborder cette notion, c'est qu'on n'a pas qu'une seule blessure. Ces blessures, on les a construites durant l'enfance avec soit le parent du sexe opposé, soit le parent du même sexe. C'est ça. Mais on n'a pas qu'une seule blessure. Il y a parfois une blessure dominante, mais on a ces 5 blessures. Mais ces 5 blessures, suivant des situations différentes et des caps de vie différents, des tempêtes de vie différents, à certains moments, on va être plutôt le fuyant. Mais parfois, on va être le dépendant, on va être pouvoir être le masochiste, le contrôlant ou le rigide. Dans certaines situations, il y en a 2, 3 qui peuvent se présenter de blessures et qui font vos comportements, comment vous réagissez aux événements, aux événements, courriers, injonctions, remarques ou simplement un sourire dans la rue. La personne qui a le masque du masochiste, elle rencontre quelqu'un qui lui sourit dans sa tête et se dit mais est en train de se moquer de moi, est en train de se foutre de moi, il y a honte de lui et voilà. Et je devrais pas m'habiller comme ça, je suis dans la rue, etc. Je devrais avoir honte. Je pense qu'on a honte de lui. Donc voilà. Alors, travailler sur ça c'est important avec vos coachs parce que ça va vous permettre de vous connaître et quand vous allez, par exemple, vous fâcher, etc., et vous allez vous rendre compte, mais c'était en fait votre blessure d'injustice qui a été touchée. Vous êtes devenu rigide et vous avez donné des injonctions, tu m'appelleras plus, tu m'envoies pas de mes SMS, tu me parles plus, etc., très rigide. Tac, 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 je veux plus te voir, etc. Ça, c'est vraiment dans la blessure d'injustice. Et ça, en prenant soin de vous et en disant, mais allez, on est doux avec soi-même, d'accord. Là, on a touché ma blessure d'injustice. Allez, oui, d'accord. Je suis rentrée dans ma carapace de rigide. Ok, c'est ok. Bon, je vais aller m'excuser si j'ai besoin de m'excuser, bien sûr.
et d'être doux avec soi, parce que parfois on est nos premiers auto-saboteurs, hein, n'est-ce pas Karine? N'est-ce pas Ouais. Karine? Voir notre pire ennemi, en fait. Voilà. En fait, on est notre pire ennemi. Et aujourd'hui, c'est pas enfin voilà, le but n'était pas de cataloguer ou de porter quoi que ce soit comme regard sur tel ou tel comportement. C'était vous décrire un petit peu presque une palette qui puisse exister pour que vous puissiez mieux comprendre aussi qu'est-ce qui peut se passer en vous et pourquoi ça se passe en vous et de travailler avec cette blessure. Et quand on dit être à l'aise avec, notamment avec ses peurs ou avec, c'est être en sécurité avec, c'est comment on a pu voir et ressentir un petit peu notre propre construction. Et justement, tout va aussi dépendre de nos croyances. Oui. Parce que quand tu parles effectivement du fuyant, du dépendant, enfin moi ce que je vois, c'est qu'on se définit toujours par rapport à l'autre. Oui. Et on va construire notre propre scénario, c'est-à-dire qu'on va se déconnecter le fait et l'événement et l'événement. Mais pour autant, on va se déconnecter de l'événement lui-même et on va le lire avec nos propres croyances. Et effectivement, ces croyances, enfin, on va penser, on va faire du Spielberg, hein, quasiment, des fois, on va carrément faire du Spielberg. Et, mais pour autant, il n'y a pas d'éléments concrets qui vont permettre à ça, à cette construction mentale. Pour autant, on va aller et on va projeter sur l'autre nos propres ressentis, enfin voilà, c'est vraiment de la projection aussi. Parce que je sais pas, mais Sylvie, parce que là on est vraiment dans les divorces et les croyances, ça va être de toute façon il ou elle me quitte parce qu'il me trompe. Oui. Parce que effectivement, là, dans ce cas-là, on va mettre la patate chaude sur l'autre. On ne voit pas chez soi ou en soi qu'est-ce qui se passe, parce que surtout, voilà, c'est aussi très compliqué de se regarder et se connaître, hein, parce que on a des zones de lumière, mais qui dit lumière dit zone d'ombre, et ces zones d'ombre, il faut aussi les accepter, elles font partie de soi. Et c'est pour ça que dans la pièce, on est vraiment la seule personne qui ne nous voyons pas. Nous voyons le monde, mais nous n'avons pas notre propre miroir. On ne se voit pas. Les autres nous voient, mais nous, on ne se voit pas agir ou non. On peut analyser nos comportements après coup, mais on est la seule personne dans la pièce. Dans une pièce, voilà, on ne peut pas se voir, sauf si vous avez des miroirs sur toutes les faces de votre pièce, mais on ne peut pas se voir. Et en fait, on va faire de la projection et de la représentation, c'est-à-dire que notre propre réalité est que notre réalité. Ce n'est pas la réalité de l'autre conjoint, et ça ne sera pas la réalité de vos enfants. On crée sa propre réalité. Même si on peut dire que la réalité, si on va par là, n'existe pas en tant que telle, hein, parce que en fait, dans le cerveau, il faut savoir que c'est une boîte noire. Hein. Le cerveau est une boîte noire. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas. Et en fait, il se construit avec tout ce que je vous ai dit au début. Moi, c'est comment j'ai été perçue, comment j'ai été vue, qu'est-ce qu'on a dit de moi, et tout ça a construit. Et on a toujours générationnel aussi, les pensées des générations précédentes, éducatives, toutes les croyances, environnementales, sociétales, hein, culturelles. Ouais. Et à partir de là, mais en fait, au niveau de la croyance, alors quand je parle de croyance, hein, je fais pas référence à la religion. Oui. Croyance, c'est ce que je crois et ce que je vois du monde et que je crois que ce monde me renvoie ou moi, comment je le vis. Et en fait, ce qui est peut-être difficile pour certains à entendre, c'est qu'en plus, on va mettre tout en place pour confirmer nos croyances. C'est-à-dire que on va agir, on va dégager quelque chose pour en fait que l'autre agisse à notre rencontre contre nous ou pour nous ou avec nous
voilà, ou sans nous, mais qui vont venir conforter ce que l'on croit. Et on tombe dans cette boucle infernale. Ben, j'avais raison, de toute façon, voilà. Donc c'est à un moment donné, on dit stop. Nous, notre rôle, c'est aussi de mettre en lumière que c'est une croyance, que c'est une pensée racine, hein, qui est en nous, et qu'effectivement, qu'on est venu nourrir nos expériences de vie. On est venu nourrir, oui, avec nos expériences de vie, tout ce qui nous est arrivé sur notre chemin de vie et à nos familles vont nourrir toutes ces croyances. Les croyances, on en a énormément, Karine, dans nos systèmes. Les croyances, ça peut être une croyance limitante. On a 3 formes de croyances. Les croyances limitantes, les croyances ressources et les croyances neutres. Les croyances neutres, j'aime à dire, Sylvie, ton pull est vert, Karine, ton pull est noir, oui, c'est neutre. Ça ne change pas la vie. Ça vous change pas la vie, à moins que vous auriez envie d'acheter un pull vert, vous dites, ça c'est beau, c'est ressources, ou alors, c'est affreux, le vert, c'est complètement limitant, le vert ne me va pas. Et là, c'est une croyance limitante, par exemple. Je suis nulle et je serai jamais aimée de personne, croyance limitante. Je ne vaux rien, croyance limitante. De toute façon, dans la famille, tout le monde a toujours divorcé, croyance limitante. Ça, ce sont toutes des exemples de croyances limitantes qui vont vous empêcher d'avancer et d'être vraiment vous-même. Parce que c'est pas parce que... Voilà, donc c'est... l'histoire de vos aïeux n'est pas votre histoire, parfois. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui, enfin, on fait un petit peu, je veux dire, une petite plongée parmi les croyances, parce que au moment de la rupture du lien ou du divorce, ça nous renvoie en boomerang tout ce que, effectivement, toute la perception que l'on a de l'autre et du monde et ce qu'on a aussi sur soi. Donc, toutes ces blessures, ou certaines de ces blessures sont réactivées. Et dans ce cas-là, par exemple, je suis abandonnée parce que, en fait, s'ils rompt le lien avec moi, c'est qu'ils m'aiment plus. Et s'ils m'aiment plus, c'est qu'ils m'abandonnent. Et s'ils m'abandonnent, en fait, la fin du vin, c'est que je vais mourir. C'est ça, en fait. C'est que ça va jusque-là. Dans la perception, c'est que je suis abandonnée, donc je vais mourir. Je suis rejetée, c'est que je vais mourir. Alors, c'est vrai que ce sont des mots forts. Mais dans le mental, ça se produit comme ça. Exactement. Je suis en danger. Je suis en véritable danger. Est en danger. Voilà. Et donc, c'était, voilà, juste un petit peu... On pourrait dire que l'épreuve du divorce, Karine, est quand même un énorme apprentissage sur soi, sur qui on est. L'épreuve du divorce est un énorme apprentissage sur soi. Oui, parce que je dirais que dans beaucoup, on pourrait considérer que souvent on dit c'est ma moitié. C'est pas, l'autre n'est pas votre moitié. Faut pas attendre que l'autre vienne combler votre propre moitié à vous. Parce que sinon, si votre moitié s'en va, vous n'avez plus qu'une moitié, vous tombez. Parce que si vous n'avez plus qu'une moitié de corps, vous n'êtes plus vous. En fait, le couple est un couple. C'est un plus un. Exactement. Et c'est là, c'est que pourquoi c'est une vraie connaissance de soi, parce que ça nous met vraiment en face. Hein. C'est comme si on mettait un grand panneau et que là on se disait, regarde, en fait ça anime ça chez toi, ça anime ça, je me sens comme ça abandonnée, ou je me sens humiliée, ou je me sens... Et parce qu'on a fait de l'autre, celui qui devait, à mon point de vue, alors pas dicter, mais en tout cas définir qui on était. Or, c'est pas l'autre qui doit définir qui on est. Effectivement, on est en interaction avec tout le monde et on va pas plaire à tout le monde, on va pas interagir avec tout le monde. Mais oui, la connaissance de soi à ce moment-là, c'est faire le point. On va apprendre ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, ce à quoi on dit oui, ce à quoi on dit non, ce à quoi on a dit oui et que tout compte fait ne nous convenait pas vraiment. Oui, et puis ce qu'on a pu aussi mettre alors je dirais volontairement ou involontairement
sous le tapis. Mhm. C'est-à-dire toutes les pensées, tout ce qu'on n'avait pas envie de voir, on le met sous le tapis et puis on se dit, bah, tiens, ça va être bien passé, sauf qu'à un moment donné, on se prend quand même les pieds dans le tapis. Et Oui. ce qu'on avait, et là, on revient un petit peu, ce qu'on avait dit dans l'autre capsule, hein, ce qui pouvait parler être du déni, c'est-à-dire que si on avait cette période de déni où on n'a pas envie de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'on met des couches et des couches pour surtout pas le voir. Oui. Et sauf qu'à un moment donné, ben, l'autre nous renvoie que si, ça existe. Oui. Et si, c'est là. Et c'est là où c'est confrontant. Et c'est, enfin, Et moi, d'accepter c'est de une se vraie connaître. plongée. Et pourquoi? Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours considéré, alors, enfin, moi, j'appelle ça une odyssée. Tu connais, voilà, moi, à travers ma société, à travers mes accompagnements. Pourquoi je parle d'odyssée? Parce que ouais, c'est un véritable voyage. Alors, les voyages, ils sont semés de beaux paysages, ils sont semés des fois de choses un peu plus rugueuses, hein, effectivement. Et c'est nous qui tenons et qui sommes maîtres de ce que l'on veut faire. Et c'est pour ça, quand je dis une odyssée, c'est une odyssée aussi à l'intérieur de soi. Voilà. Donc, oui, pour moi, le divorce peut être l'occasion, alors je ne veux pas dire prétexte, hein, mais l'occasion de faire cette odyssée vers soi. Voilà. On a dans cette période où, pour passer au thème que l'on voulait aborder aussi dans ces notions, on a nos blessures, on a notre radar au début, on a vu le radar, on a vu les blessures, on a vu aussi nos croyances, nos apprentissages, nos expériences, on en a parlé juste là. On a aussi autour de nous nos influenceurs. Ah, super. Les figures d'autorité, etc., nos influenceurs. On a eu dans nos vies, jusqu'à l'âge adulte, des influenceurs qui ont été des images ressources ou des images qui n'ont pas été ressources. Oui, ou alors il y a ce qu'on appelle comme le Covid, hein, les faux positifs. Enfin, Oui. je sais pas, mais c'est-à-dire ceux qui vont vous faire croire qu'ils sont positifs derrière vous, puis qui vous sentent oui, mais le mais qui vient clac, tout casser. Oui. Voilà, parce que et dans cette période-là, et c'est là où effectivement il faut s'ancrer, hein, et vraiment être alors c'est facile de le dire, mais parce qu'il y aura toujours des gens qui vont vous dire je te l'avais dit, tu vois, je te l'avais dit. Je te l'avais bien dit qu'il n'était pas pour toi et qu'il allait. Voilà. Voilà. Et je te l'avais bien dit, mais depuis le début, je le savais que c'était voué à l'échec. Ou oh non, et c'est en pas fait, possible. ça avance à rien, quoi. Voilà. Enfin, alors oui, ça peut nous réconforter dans quelque chose parce que oui, enfin, les pseudo-amis ou les bons amis ou les faux amis vont vous dire ah ben toi t'es non non oui ça va flatter à la rigueur votre ego, ça va bien résoudre. Et dans cette préparation et là en relisant les notes quand on a préparé, j'ai pensé aussi juste un instant aux influenceurs qu'on retrouve sur les réseaux sociaux et aussi qui sont des faux amis parfois. Il faut bien trier certains influenceurs qui vont vous donner des conseils qui ne sont absolument pas des conseils et qui sont plutôt de l'art de la manipulation pour manipuler le conjoint ou l'autre par exemple, je vais nommer par exemple des silences radio, des choses très calculées, tu veux dire? Voilà, calculées et pour vraiment manipuler l'autre et devenir presque le maître chanteur, le manipuler par la peur ou le manipuler par la pitié ou le manipuler comme tels les bons pervers narcissiques. Mais tout le monde n'est pas des pervers narcissiques. Tout le monde peut être un peu manipulateur. Non. Et il faut faire attention à ne pas être. On est tous des manipulateurs. Voilà. Et en quelque part, on est tous céder à l'envie de pour réussir. Ce qu'on veut, c'est de manipuler l'autre. C'est d'être quand même. Mais on est tous en fait. Oui, mais on est tous un petit peu manipulateurs hein, quand on veut se faire offrir le meilleur parfum parce que non mais on est tous des manipulateurs. Voilà. Faut être très clair. Quand on parle de manipulation, c'est le bébé qui va effectivement pleurer, crier, et faire. Effectivement, il va manipuler ses parents pour quelque chose. C'est une manière, je dirais. Mais il y a manipulation. C'est tout quelle est l'intention derrière? En fait, pour moi, tout aussi enfin.
naît de l'intention qu'on y met. Est-ce que c'est faire mal à l'autre? Est-ce que c'est appuyer sur ses propres blessures parce que on les a identifiées, donc on va appuyer dessus pour qu'ils soient encore plus mal? Est-ce que voilà, c'est quelle est l'intention que je mets dans l'action que je pose? Le chaud ou froid sans arrêt, c'est-à-dire dans une capsule précédente, on évoquait le fait de la rupture de l'intimité, dans la rupture de couple et être clair quand on veut, voilà. Et on aura des personnes qu'on va rencontrer, mais qui vont un jour dire au conjoint mais oui, non, oui, non, oui, non, et qui vont toujours les manipuler par ce sentiment de jouer avec cette corde sensible, hein, en fait. Et oui, là, ils sont plus clairs du tout, et la personne en face est complètement perdue et est manipulée dans ce sens-là. Alors, j'avais un maître au niveau de la médiation et ça m'avait beaucoup interpellée. Enfin, c'est pas que ça m'interpelle plus. En tout cas, j'ai beaucoup mieux compris quand j'ai commencé la médiation professionnelle. On parlait effectivement de manipulateurs et il me disait, Karine, il y a d'abord des gens qui sont manipulés. Si tu veux, il renvoyait le fait que j'ai autorisé l'autre à me manipuler. Exactement. En fait, les manipulateurs n'existent que parce que, effectivement, alors, c'est difficile à entendre, parce que ça veut dire aussi c'est qu'à un moment donné, on a pas perdu, mais on a laissé une partie de soi pour se mettre en dépendance de quelqu'un d'autre. Et effectivement, ceux qui sont doués en la matière, ils savent repérer. Il y a les cas particuliers on n'entre pas dans le cas particulier du vrai manipulateur. Non. 3% de la population, on rentre pas dans ce cas particulier-là. Effectivement, si on n'avait pas nos émotions, comme on a dit, qui venaient nous envahir et créer des zones de turbulence, on serait tout à fait en capacité, que ce soit à son boss, que ce soit à son époux ou à son époux, à un moment donné, de dire, moi, je me respecte, je respecte qui je suis, tu me respectes aussi. Alors, c'est vrai que c'est difficile, là, on va pas rentrer on voulait faire la transition sur les peurs, on voulait aborder les peurs. Bien sûr, ce que je dis, ça vaut pas, attention, et encore, ça vaut pas pour certaines actions, certaines violences physiques que certains commettent à l'égard du conjoint. Voilà, parce que on rentre dans des cas quand même beaucoup plus, c'est quand même plus compliqué. On rentre dans des spirales, et on sait bien que si c'était si facile de ça d'en sortir, tout le monde le ferait spontanément et tout le monde, voilà. Donc les peurs, oui, parce que les peurs, en fait, il faut savoir qu'à la base, c'est quand même bon aussi d'avoir peur. Parce que la peur, c'est-à-dire que nos ancêtres, si je puis dire, autrefois, pourquoi ils avaient peur? C'est que ça leur permettait de se tailler, se sentir, enfin voilà, ça permet aussi de fuir un danger. Donc, sauf que la peur ne doit pas être la dominante. Alors, c'est pareil, ça nous renvoie à nos peurs archaïques, qui vont être peur de l'inconnu, par exemple, je peux en nommer quelques-unes des peurs en coaching. Voilà, mais peur de l'inconnu, le peur d'être jugé par la société. Par exemple, je me sépare, je vais être jugée parce que justement, je suis plus en couple et je vais être la 11e personne à table. Il y a la peur de commettre des erreurs quand on doit aller dans une procédure de divorce, de commettre des erreurs pour soi. Il y a aussi la peur, par exemple, qui peut intervenir, c'est d'avoir à subir le changement, la peur du changement. Il y a aussi la peur des responsabilités, puisque de toute façon, puisqu'on va se séparer, on va être seul à tout gérer pour sa vie, alors que l'autre peut-être prenait les responsabilités, je sais pas moi, de la voiture, des assurances maison, etc., de veiller à ce que certaines choses soient faites. Et il y a aussi la peur d'éprouver des émotions désagréables qui se joue aussi. La peur du rejet, bien sûr, on en a parlé avec la blessure du rejet, la peur du rejet et la peur de prendre de mauvaises décisions. Alors c'est pour ça que moi aussi je parlais après de peur archaïque. Dans les peurs archaïques, c'était plutôt la peur de l'isolement. L'isolement, il faut savoir qu'autrefois,
c'est pareil, hein. Enfin, je veux dire, ça, il faut remonter quand même aussi aux origines et aux sources. La personne, si elle n'était pas dans le groupe, si elle se trouvait seule, pas dans la meute, elle était en forte danger. Oui. Donc là, aujourd'hui, la peur de l'isolement, excusez-moi, nous renvoie à ça. Et en fait, à quoi ça nous renvoie à chaque fois? Souvent, c'est à la notion de mort. Parce qu'on va, c'est ce que je dis, on va jusque-là dans notre cerveau. C'est que ça va jusque-là. Et donc, il y a l'isolement, il y a l'impuissance, c'est-à-dire que là, je peux rien faire, ou je me sens en incapacité de faire quoi que ce soit, et ça renvoie à toutes les peurs que tu as pu indiquer, ou notamment, après, c'est l'incapacité. Là, on est aussi, on est presque figé. Donc, toutes ces peurs archaïques, qui après aujourd'hui on les décline en peurs, les différentes raisons pour lesquelles on peut énumérer, pour lesquelles on peut avoir peur, font que soit on passe pas à l'action, font nous sentir dans différents sentiments, qui va être la colère, la haine. Quand on va être confronté à cette peur, on va procrastiner, par exemple. Exactement. On va remettre au lendemain. Complètement. Et à partir de là, et c'est pour ça que nous, on voulait juste vous identifier que c'est normal à un moment donné. C'est normal que vous ressentiez ça. Après, à partir de là, faites-vous accompagner pour justement savoir qu'est-ce qui se cache derrière, ou qu'est-ce que ça révèle, qu'est-ce que ça reflète pour mieux vous relever. En fait, c'était toujours ça, notre leitmotiv avec Sylvie, c'est qu'effectivement, on peut tomber, on peut, mais on se relève. Et le but, c'est de vous relever et même de vous envoler. Alors, quand je dis vous envoler, c'est-à-dire prendre votre pleine capacité et votre place et de faire avec tout ce qui vous est arrivé, mais de vous sentir. Et c'est pour ça que nous, dans nos outils, on va, si je puis dire, quasiment amplifier cette peur pour savoir, pour vous permettre de dire, ok, oui, effectivement, j'ai vraiment cette peur-là, j'ai vraiment peur de me retrouver tout seul et que délaissé, ou que je ne vaille plus rien, ou que on puisse me fuir, ou que. Mais ça, ce sont aussi vos croyances. Et nous, exactement, l'accompagnement que l'on fait, c'est justement lever un peu ça, pas un peu, mais le lever et le travailler avec vous pour, à un moment donné, switcher sur la posture. C'est ce qu'on a voulu vous apporter dans cette capsule, pour un peu clôturer et faire le point sur tout ce qu'on a vu et tous les éléments qu'on vous a apportés. Aujourd'hui, on est vraiment content d'avoir passé du temps avec vous. Le thème de quels sont les facteurs qui orientent nos actes et nos décisions dans la rupture du couple, dans les ruptures. Alors, on a parlé en première partie de tout ce qui est notion de radar, comment on fait face à notre environnement. On a évoqué les blessures, les 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même. On a évoqué nos croyances, nos apprentissages, nos expériences, les influenceurs. On a évoqué nos peurs. On a peu évoqué dans ma fiche de notes ici, je vois nos complexes. Ça aussi, ça fait partie, mais vous comprenez bien le terme de complexe. Nos complexes qui peuvent interagir et qui peuvent nous bloquer dans nos prises de décision. Et on a vraiment passé un très bon moment avec vous pour vous partager tout ça. On vous souhaite bien sûr une belle soirée, une belle journée ou une belle nuit si on est en pleine nuit, comme soin de vous. Alors, je le dis à chaque fois, on souhaite que vous puissiez prendre bien soin de vous et que vous puissiez avancer et vous relever. Un grand soin de vous surtout, de ne pas aussi, on n'a pas parlé de la notion de culpabilité, mais voilà, à un moment donné, ces caps de vie font que l'on est en pleine connaissance de soi. Et par ces petites capsules, ces capsules, c'est vous donner quelques pistes et quelques notions. Voilà. Après, on peut pas rentrer, sinon on resterait des heures. Mais en tout cas, c'est grand. Puis nous, ça nous gêne pas de rester des heures, mais c'est quand même pour vous. Non, mais on n'est pas là. Voilà. Donc c'est un grand plaisir. Donc merci Sylvie à toi. Merci. Et puis on se retrouvera sur d'autres thématiques.
on peut pas la montrer du doigt, mais avec les filtres qu'on a mis, elle est. Bon, ben, je vous assure, Karine, elle est là, non, là, Voilà. elle est ici, juste dans la petite case à côté de la mienne. Nous sommes toutes les deux là avec vous et on vous retrouve très vite. À bientôt. Bye bye. Merci, à bientôt. Bye, bisous, bisous. Bye.